Donc, il va être un rapide passage sur ces techniques. L'historique, donc, on l'a déjà vu. J'ai mis l'article de Baird et Juteau de 62. Donc, on a utilisé cette classification de Schwab et on va présenter essentiellement les type 3 et type 4. Donc, dans ces ostéotomies transpédiculaires, il y a 3 techniques qui sont progressivement apparues dans la littérature. Le Heckschel en 84, puis l'ostéotomie intracorporeale mais incomplète, puis l'ostéotomie intracorporeale complète qui va jusqu'au bord antérieur de la vertèbre ostéotomisée. Bon, ce sont des petites variantes techniques, sachant qu'en paire opératoire, sans doute que dès le premier, ça devait ressembler au dernier. Les OTP, on va donc parler essentiellement des transpédiculaires et puis un petit mot sur les transpédiculo-discales. L'installation du patient est absolument capitale dans ce type de chirurgie, puisque c'est une chirurgie qui va durer longtemps, donc les points d'appui et toute cette partie technique sont très très importants. L'aide des personnels dans les blocs opératoires, les géloses, tous ces points sont essentiels. Parfois nécessité d'utiliser un étrier de type Mayfield pour bien installer le patient. Si vous avez des tables carbone, bien entendu, ça permet de faire des contrôles opératoires de face et de profil lorsqu'il y a des grosses déformations, ce qui est très important. Parfois, il faut des astuces techniques pour certains patients, surtout si on doit faire des ostéotomies multiples. L'amplificateur de brillance a été utilisé dans la très très grande majorité des cas dans cette série pour contrôler ce que l'on faisait, autant pour la position des vis que pour le contrôle de l'ostéotomie en paire opératoire et dans un certain nombre de centres, mais beaucoup plus restreint, l'utilisation d'un scanner paire opératoire associé bien sûr obligatoirement à une table en carbone. La préparation anesthésique est essentielle et ce sera présenté par Stéphane Fuentes, donc je ne m'y étends pas, hormis le fait que l'utilisation de l'hexacyle, qui a été démontré, est quelque chose de très important dans ce type de chirurgie, potentiellement avec des grosses pertes sanguines. Un point capital et qui est devenu médico-légal, pas pour les chirurgies, on va dire, classiques du rachisme, mais pour des chirurgies de déformation comme celle-là, c'est le monitoring paire-opératoire, quasiment opposable en cas de procès. Donc, ce qui veut dire que d'avoir ce monitoring est très important, et c'est surtout les potentiels moteurs qui sont les plus importants, puisqu'il n'y a pas de faux positifs. Si les potentiels moteurs disparaissent, eh bien, vous êtes sûr qu'il y a un problème. Le problème, ça peut être le débranchage simple des électrodes, ça peut être le fait que votre malade est complètement refroidi, ça peut être le fait que l'anesthésiste vous a mis du curare, mais si les potentiels disparaissent, c'est qu'il y a un problème. Si tous ces problèmes-là sont résolus, c'est que votre problème, c'est un problème neurologique. Les points techniques des ostéotomies, l'étape doit être la suivante, du moins dans cette série, c'est ce qui a été respecté. La mise en place première des vis pédiculaires pour ne pas avoir trop de saignement, la délimitation de la résection postérieure, l'ablation de l'arc postérieur en préservant la lame médiane après la section des apophyses transverses, la résection des facettes au niveau de l'ostéotomie, le forage des pédicules ou l'ablation en bloc, et la résection latérale du corps en triangle et la résection du mur vertébral postérieur. Donc cette délimitation de la zone de résection de l'arc postérieur est très importante puisque les plus anciennes ostéotomies de la série, on voit très bien que les chirurgiens ont été beaucoup trop gourmands sur cette résection de l'arc postérieur. Alors, bien sûr, on exclut les patients déjà opérés où il a disparu, mais pour ceux qui sont opérés de manière primitive, eh bien, cette résection, il y a 10 ans, était en général beaucoup trop importante. Il faut utiliser des instruments qui, de préférence, ne rentrent pas trop dans le canal. Donc la fraise diamant haute vitesse, par exemple, c'est nettement plus facile que la Kerrison, qui est un instrument très efficace, mais qu'il faut introduire dans le canal, qui peut parfois entraîner des compressions qui n'étaient pas prévues. Enfin, le maintien de cette partie inférieure de la lame de la zone ostéotomisée permet en fin d'intervention d'avoir un contact os-os, ce qui va diminuer le risque de pseudarthrose. Il faut faire donc une ablation économique de cet arc postérieur, ne pas en réséquer de trop, et c'est vrai que la navigation permet de mieux faire cette résection économique. Il faut réséquer les facettes inférieures de la vertèbre supérieure qui peuvent être compressives sur la racine après la fermeture. La résection des facettes supérieures de la vertèbre ostéotomisée est partielle de la vertèbre des facettes inférieures de la vertèbre ostéotomisée. Donc bien conserver cette partie inférieure si c'est possible.
repérer le pédicule et en effectuer la résection, soit par tassement du spongieux dans le pédicule, ce qui est une bonne technique, surtout chez les sujets âgés ostéoporotiques, parce que ça permet de renforcer la résistance mécanique du bord antérieur de votre vertèbre. Chez les sujets jeunes, c'est sans doute mieux de faire des résections en bloc et de garder l'os pour pouvoir faire la greffe postérieure. Vous voyez qu'on peut faire des résections complètes du pédicule. La libération latérale, c'est ce qui est très important et qui en général fait peur. Après donc ostéotomie des transverses que l'on laisse accrocher sur les muscles latéraux, eh bien il faut glisser progressivement. Il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'au bord antérieur de la vertèbre. Il faut à peu près décoller sur les 2/3 du corps vertébral, ça suffit largement. Et pour éviter le saignement des pédicules vasculaires à ce niveau, pédicules segmentaires, la plupart des équipes ont utilisé le tassement d'un produit type Surgicel pour ne pas le nommer, qui permet d'arrêter surtout le saignement veineux, mais on peut éventuellement coaguler également ces petits vaisseaux, c'est un élément important. Et dernier élément, lorsque l'on va fermer l'ostéotomie, il est capital d'enlever ces gros paquets de Surgicel que l'on peut mettre pour éviter des douleurs résiduelles sur les racines qui passent au niveau du psoas en particulier, au niveau lombaire. La résection latérale du corps vertébral protégée par ces écarteurs en forme de cuillère ou autre, peu importe, permet donc de pouvoir prévoir l'ostéotomie. L'angle que l'on a au niveau de cette résection n'a rien à voir avec l'angle de correction que l'on aura à la fin. Ça doit être mesuré sur l'anatomie et non pas directement sur la valeur de cet angle, même si on peut avoir des petits triangles qui permettent d'avoir une appréciation. Et ensuite, il va falloir rompre le mur vertébral postérieur. Bien entendu, en zone lombaire où il n'y a que des racines, c'est un risque qui est limité, à condition d'avoir une chirurgie précise. Je dirais, nos collègues neurochirurgiens nous ont bien appris à manipuler les racines maintenant. Par contre, au niveau médulaire, là, le danger est pour tout le monde, et c'est vrai que c'est plus risqué au niveau médulaire, et que cette résection du mur postérieur doit être faite vraiment avec beaucoup de délicatesse. Et donc la protection du rachis par vis temporaire, en particulier au niveau médulaire, est un élément très important, alors qu'au niveau lombaire, on n'est pas forcément obligé de le faire. Et ensuite, il faut vérifier la liberté des 4 racines qui sont juste au-dessus et en dessous de la zone réséquée, et de bien vérifier cette liberté des racines, et de bien vérifier que lors de la fermeture, eh bien, il ne va pas y avoir un élément osseux qui va venir comprimer les racines. Donc ces techniques de fermeture sont importantes. Les gestes facilitateurs, c'est la plicature de la table pour extension. Si vous avez une table électrique, c'est mieux. Et une compression simple sur les vis, la technique du domino, ou bien des instruments qui ont été utilisés. L'inconvénient de la compression sur vis, c'est le risque de perte de hauteur antérieure et donc de perte de la correction. La fermeture sur domino est très intéressante, elle répartit les pressions, mais elle a l'inconvénient d'être en plein au niveau de l'ostéotomie, ce qui peut parfois limiter l'importance de votre ostéotomie. La fermeture par plicature de la table est souvent utilisée maintenant avec des tables électriques, et elle fonctionne très très bien, ou bien l'utilisation d'outils qui permettent d'avoir un appui sur 2 ou 3 vertèbres au-dessus et 2 ou 3 vertèbres en dessous, et d'avoir un maintien de la hauteur antérieure, et surtout de pouvoir répéter ouverture-fermeture, et en cas de compression localisée, eh bien de pouvoir réouvrir, décomprimer et refermer. La fermeture de l'ostéotomie est toujours un moment un petit peu angoissant, surtout pour les potentiels, mais on voit que ça peut se faire de manière très douce, et surtout en utilisant ce type d'instrument, de pouvoir la réouvrir si vous voyez une compression. La correction moyenne est de l'ordre de 30 degrés. Les 4 étapes sont ici montrées, la libération et ensuite la fermeture, avec si possible un contact os-os. Les gestes associés, les cages dans les disques adjacents, fixation iliaque, le doublement des tiges, sont des gestes qui sont utiles pour éviter les complications, on les verra plus tard. Ici, le doublement des tiges ou les fixations iliaques, fortement recommandées dans ce type de chirurgie, surtout pour les ostéotomies lombaires. L'ostéotomie transpédiculaire, c'est donc une simple variante technique où on enlève la partie supérieure du corps vertébral avec le pédicule et le disque adjacent. Son intérêt, c'est que la correction est plus importante. Les OTP asymétriques avec l'utilisation du domino que Daniel Chopin m'avait montré il y a très nombreuses années, que je crois que malheureusement il n'a jamais publié lui-même, il y aura bien quelqu'un qui va lui piquer l'idée, et je pense que c'est une astuce technique, surtout dans les déformations rachidiennes, qui permet de résoudre bien des problèmes. La stratégie de correction, c'est donc moins de 20 degrés, en général on y arrive avec les ostéotomies en chevron, avec des cages, plus de 20 degrés sur un rachis raide, souvent il faut une ostéotomie avec les variantes présentées. Je vous remercie.